Bonjour, je m'appelle Steve Louva et je suis musicien. J'habite dans la belle province du Luxembourg maintenant. Je m'appelle Camille Maillard, mon totem c'est Chouka et je suis au scout du coup aux éclaireurs en 4e année. Donc je m'appelle Marie, je viens des cantons de l'Est et voilà. Oui, donc je m'appelle Davy Léon, j'ai 35 ans et j'habite à Lille. Alors, je m'appelle Angélique Bloquet, je suis professeure dans une école et je suis aussi élève à l'académie ici à Bertry en art de la parole. Bonjour, Alain Thomas, responsable du centre culturel de Bertry, animateur-directeur. Alors l'état d'esprit qu'on peut avoir après un an, c'est qu'effectivement on se pose tout un tas de questions. On est passé par différentes phases, on n'est pas resté, enfin moi personnellement je ne suis pas resté toujours sur le même état d'esprit. Entre le premier et le deuxième confinement, je pense qu'il y a un peu plus de découragement avec le deuxième et il y avait un peu d'enthousiasme sur le premier. Mais je ne m'apitoie pas sur mon sort personnel, je regarde ce qui est en train de se passer dans la société et effectivement là il y a quelque chose de très inquiétant dans les choix politiques qui sont là, puisque c'est bien pour moi des choix politiques, puisque le virus on sait qu'il circule partout. Le virus ne fait pas de politique et il circule autant dans une grande surface que dans un centre culturel. Mais voilà, on a un peu l'impression que le choix politique fait qu'on a une société qui est hémiplégique, quoi. On nous a coupé, moi on m'a coupé comme individu de ma famille, on m'a coupé comme individu de mes relations sociales, on m'a coupé comme individu de ce qui pouvait être culturel, de ce qui pouvait être culturel aussi. J'ai eu un mort du Covid et j'ai vu ce que c'était comme tristesse un enterrement où on ne peut pas laisser rentrer les familles. Voilà, on a vu les scouts, je ne suis pas jeune, j'ai pas 16 ans, mais je me dis j'aurai 16 ans maintenant, qu'est-ce qu'on me coupe de tout ce qui est humain? Et à côté de ça, si je suis consommateur, je peux aller bosser, pas de problème. Je peux aller bosser, je peux consommer, je peux tout commander, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Donc il n'y a pas que moi comme individu, la société me paraît être coupée en deux aussi. Et là, le choix politique fait que clairement, on privilégie un secteur qui est déjà très fort, on le renforce, et le secteur qui a été blessé, parce que depuis un an, il y a eu des blessures dans nos secteurs, il y a eu des gens qui ont souffert un peu plus, et bien on les enfonce encore un peu plus. Donc c'est ça qui est un peu révoltant pour le moment. Je suis en manque important de tout ce qui concerne la culture. Je suis une spectatrice régulière de tous les spectacles, enfin en tout cas de nombreux spectacles ici au centre culturel. Et donc c'est quelque chose qui me manque beaucoup, la musique, les concerts, les pièces de théâtre, etc. Tout ça c'est quelque chose qui me manque. Après, en dehors de ça, le fait de ne pas pouvoir aller prendre un verre avec des amis, de ne pas pouvoir se retrouver ensemble, discuter autour d'un verre, autour d'un bon plat, c'est aussi quelque chose qui est très très difficile. Je pense qu'on a un petit peu lâché prise sur tout en fait. Moi personnellement, je me pose pas trop de questions d'avenir puisque actuellement il n'y en a pas, donc c'est un peu une période floue, un peu vaseuse comme ça, et où il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'envie non plus. Voilà. Personnellement, je dirais que ça va. Ça peut être compliqué de jongler, je veux dire le travail, les études, un peu tout en même temps. Mais je dirais que à notre âge, on apprend quand même encore à vivre avec. Donc on n'a pas d'autre choix de toute façon, donc voilà, ça va. Ça va, j'en ai un peu marre de ne pas pouvoir voir des gens, aller au restaurant, etc. Mais sinon ça va, je supporte bien. Mais je me sens... il y a plusieurs ressentis qui se mélangent, mais je dirais la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est un sentiment de frustration énorme en fait. C'est un sentiment de ne pas être considéré à la juste valeur du milieu qu'on représente et ici du secteur culturel. Oui, c'est de voir tous ces gens qui sont mobilisés ou qui sont concernés par la même chose et par cette dimension fantastique, magnifique de la culture, que ce soit à travers la musique, à travers la lecture, à travers le théâtre, etc. On se rend compte à quel point justement cette culture est extrêmement importante pour l'équilibre
de chacun, pour l'épanouissement. Moi, j'aurais envie de dire que la culture, en fait, c'est une source très précieuse d'équilibre au niveau bien-être, au niveau mental. On considère toujours l'aspect santé physique des gens, mais on ne considère pas assez l'équilibre psychologique, mental, l'épanouissement. Et puis c'est surtout l'avenir en fait de la culture. C'est l'avenir à travers nos enfants, c'est l'avenir à travers leur développement, leur épanouissement. Et donc voilà, je suis extrêmement en fait révolté par rapport à ce qu'on traverse maintenant. Je trouve ça triste et je suis content de voir qu'il y a tellement de monde qui le revendique. Je voudrais simplement qu'il soit entendu à leur juste valeur. Ah ben, j'ai vraiment bien aimé que vu qu'on va à l'école en hybride, j'ai pu dormir plus tard, ça c'est quelque chose de bien, ou sinon pas forcément. Je dirais, personnellement, je dirais que je pense que les gens font plus la part des choses, de ce qui est réellement important et de ce qu'ils aiment moins. Et donc je pense que ça favorise la réflexion auprès des personnes. Et voilà, je pense aussi que ça améliore les liens sociaux. Ça, je trouve très chouette. Voilà, je pense que c'est un bon point positif. Je pense que les rapports avec les gens sont peut-être plus sincères maintenant parce qu'on se rend compte à quel point ils comptent vraiment pour nous, le fait de ne pas pouvoir les voir. Du coup, moi je me suis vraiment concentré sur les vraies relations, les gens qui me manquaient vraiment et beaucoup moins du coup sur les autres que je pouvais peut-être voir avant mais sans avoir forcément envie. Maintenant c'est plus voilà, un groupe restreint de famille et d'amis qui compte à mes yeux et voilà. La solidarité, probablement, c'est quelque chose qui était assez positif. Le fait que les gens apprennent à se recentrer sur leur petit univers plutôt que de vouloir aller toujours au plus loin, c'est quelque chose de positif aussi. Le fait que les gens essaient de consommer local, voilà, des petites choses qui font que, voilà, faut quand même tirer un peu du positif de ces événements, pas toujours gais. Ah, mais moi je trouve qu'il y a toujours des choses positives. Alors la première chose, mais alors la plus positive du Covid, c'est quoi? C'est qu'on a eu la démonstration par un effet papillon, donc à Pangolin, on ne connaît pas encore d'où est parti le Covid, que mieux Greta Thunberg et tous les discours qu'on pouvait faire, qu'il fallait ralentir un peu et réfléchir à notre société, pam, tout a été à l'arrêt du jour au lendemain. Donc on s'est retrouvé avec une économie qui a été KO en 3 jours, plus d'avions, plus rien qui circule, plus de marchandises qui pouvaient tourner, le premier choc du Covid était là, et donc on a fait la démonstration par un petit virus ou un gros virus qui est venu que le modèle de société ne tenait pas. Et donc ceux qui nous disaient nous sommes forts, nous avons une société forte, c'est l'économie qui doit dominer tout, etc., c'est le premier truc qui s'est écroulé. Et qu'est-ce qui était intéressant derrière ça, c'est de voir qu'est-ce qui a maintenu la société, c'est les services publics. On a affaibli par des politiques de restriction il y a quelque temps. Et donc, par rapport à ce que nous a montré le Covid, c'est qu'on a eu toute une série de faits. On nous a dit par exemple, depuis 20 ans, 30 ans, moi je suis une génération des années 70, c'est la crise, on doit faire des économies, donc les États ne peuvent pas s'endetter, il faut des politiques d'austérité, et on ne sait pas mettre de l'argent, monsieur, c'est pas possible, etc. Du jour au lendemain, des milliards qui sont donnés par les banques européennes, et on nous dit là, maintenant, l'endettement devient vertueux. Bien, bizarre. Donc on a bien la preuve par A plus B que quand on veut trouver les financements, on les trouve. Et là, on a eu ce choc-là. On a vu que les métiers qui étaient les plus essentiels, je prends un mot volontairement pour être provocateur, mais les infirmières, tout ça, c'était surtout des femmes qui travaillaient là-dedans. Et donc ce sont des femmes qui ont permis à la société de tenir le coup, que ce soit la caissière du Deleuze qui n'était pas mieux protégée contre le Covid que l'infirmière qui est en première ligne. Je sais, je ne suis pas dualiste, il y a des hommes aussi, mais je veux dire dans les services publics, les gens les moins bien payés, eh bien c'est ceux-là qui ont permis de tenir le choc et qui étaient applaudis lors du premier confinement. Il y a toute une série de choses comme ça qu'on nous disait c'est pas possible et on a vu que c'était possible, comme par hasard. Donc ça fait réfléchir et je pense que le Covid, lorsqu'il arrive, il a cet atout-là qui nous fait tous réfléchir sur nos vies.
Et pour beaucoup, moi j'écoute ce qu'on nous dit autour de nous. Alors je ne dis pas les gens, je dis des personnes qui réfléchissent, d'autres nous disent, eh bien moi je ne travaille plus, je ne prends plus la bagnole le matin, je ne suis plus dans les embouteillages. Et pendant le premier confinement, je me suis retrouvé, j'ai revu mes enfants, je pouvais aller les chercher à l'école. J'ai vu qu'il pouvait y avoir un autre rythme de vie, que d'être tout le temps en train de courir comme ça. J'ai une collègue qui me disait, mais moi je me suis couché dans l'herbe avec mes 2 filles, on a regardé le ciel. Alors ça paraît bateau, ça paraît idiot, mais ça veut dire qu'elle ne le faisait plus auparavant. Donc la crise remet en question à la fois le style de vie de nos sociétés, la société en tant que telle, mais nous remet en question aussi qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la société. Ça me paraît vraiment intéressant quand on se questionne. Maintenant, après un an où on a affaibli les plus faibles, eh bien on a une société qui devient très duale. Les riches sont beaucoup plus riches pendant la crise, on a vu. Le directeur du public annonçait 40% de bénéfices en plus pour les grands groupes. Je ne sais pas si vous représentez, est-ce que c'est 40% de bénéfices supplémentaires alors qu'ils en faisaient déjà des plantureux. Les firmes comme Netflix, elles ont profité de la crise. Tout le système qui nous oblige à rester chez nous, donc regardez un film chez nous, commandez sur Amazon et restez chez vous, commandez votre repas, ne pas aller au restaurant puisqu'ils sont fermés et les acheter dans une grande surface et rester chez vous, ne plus aller aux cours mais rester chez vous en faisant des cours à distance. Eh bien on a isolé encore un peu plus l'individu, qui est devenu quelqu'un qui ne pensait plus au collectif et qui pouvait s'en sortir. On le ramène à sa sphère privée et uniquement à sa dimension de consommateur et plus du tout à sa dimension sociale. Donc ça va être le vrai défi à rejouer après, mais avec une politique en face de nous qui ne prend pas du tout, à mon avis, conscience de l'impact que ça a eu sur un an et que ça continue. Et là, alors, on a une société qui peut basculer complètement dans une société au tout numérique, au tout individualiste. Elle y était déjà bien partie. Et j'espère en tout cas qu'il y aura un sursaut de la population. Et ceux qui peuvent nous permettre de le faire, puisqu'on est dans le milieu culturel, c'est vraiment les artistes. Je trouve qu'eux, ils sont toujours dans l'hypothèse. Ils sont toujours si on faisait, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? Il y aurait une autre alternative. Tandis que notre société, elle est binaire maintenant. On le voit dans les débats. Et c'est thèse, antithèse. Thèse, antithèse. Moi je dis ça et l'autre il dit ça. Ils ne font plus sa thèse. Et l'artiste, lui, qui amène ce que j'appelle une hypothèse, il vient dedans, mais il nous ouvre tout un tas d'horizons qui n'étaient pas prévus. Et le Covid n'était prévu par personne. Donc la société, comme vous avez dit, tracée, tchac, elle se fait arrêter. C'est bien la preuve que tout peut arriver. Et ça, c'est quand même, si on veut rester positif, le Covid nous a montré que tout ce qu'on nous dit, non, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, ça peut repartir, et ce n'était pas du tout quelque chose de prévu. Je suis toujours un peu long, pardon. Je crois que c'était il y a un an, le 13, et encore au mois de septembre, quand on a maintenu contre vent et marée. Donc c'est une anecdote, mais elle a tout son sens. L'année dernière, donc en plein moment où on fermait tout à minuit, on était avec un spectacle qui était le Hamlet, To Be or Not To Be, et on ne savait pas l'après-midi si on allait jouer le soir. Et les comédiens qui étaient là étaient désespérés parce qu'ils disaient mais nous on est là, tout est prêt, est-ce qu'on va jouer ou pas? Il y avait eu une décision déjà difficile la veille puisqu'il y avait un cas de Covid à l'IND, donc des élèves qui étaient susceptibles de transmettre le virus. Et j'avais dû interdire à des élèves de venir dans la salle, mais ça c'était une décision de bon sens. Je ne pouvais pas moi, en tant que responsable, faire prendre un risque à 300 personnes en amenant 30 élèves dont un pouvait être porteur. Et ce jour-là, on avait été voir le bourgmestre et dit est-ce qu'on peut jouer, et on avait joué. Et on a bien vu toute l'importance de pouvoir maintenir de l'art vivant, le terme vivant est important, et de voir comment la salle avait pu réagir dans un contexte aussi anxiogène, à se dire c'est ça la vie, et les applaudissements avaient été beaucoup plus fournis. Et j'ai revécu ça encore une deuxième fois avec Nina Lisa, le dernier spectacle du mois d'octobre qui nous a été autorisé, avec une salle qui pouvait être stressée avec les masques, les prises de température et toutes ces choses-là, et qui était mais tellement heureux, les applaudissements étaient là, et les comédiens qui avaient une force décuplée parce qu'ils pouvaient jouer. Donc ça, c'est des souvenirs collectifs qui font sens dans une vie, et c'est pour ça que j'apprécie toujours ce métier-là, parce que si j'étais banquier, je pense que je dormirais moins bien, ou je me regarderais moins bien dans une glace le matin. Moi, je dirais que c'est la première fois que je suis monté sur scène. C'est vraiment, ça a été vraiment une expérience magique à tout point de vue. C'était vraiment la première fois que je montais sur scène, où j'étais devant un public, où je faisais quelque chose de ce que je savais faire en fait.
j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans le secteur du handicap auprès de personnes qui sont institutionnalisées je veux dire, toute l'année et de pouvoir un petit peu, je vais dire, aider ou amener une plus-value à leur vie, à ces personnes-là. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Oh, écoutez, je pourrais passer la journée en fait à vous donner des souvenirs marquants. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde avec mon instrument et ça apporte en fait un bonheur et un équilibre qui est presque indescriptible. Voyager à travers le monde, c'est rencontrer des gens, c'est rencontrer des autres cultures, c'est vivre des moments intenses qu'on n'aurait peut-être pas vécu avec un autre travail, peut-être plus casanier. Et donc, je dirais que j'aurais dû de donner un exemple de moment marquant. On est allé jouer, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde, et chaque fois c'était des moments extrêmement marquants qui sont en fait du pur bonheur par rapport à la vie, aux échanges culturels. J'ai eu la chance de jouer sur un festival en Inde qui s'appelle le Ruhaniyat Festival. Et c'est un festival qui met en avant la culture musicale, mais aussi la culture, la spiritualité. Et j'ai retrouvé dans cette ambiance un partage d'énergie, un partage humain qui était absolument extraordinaire. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point on est tous liés d'une manière ou d'une autre. Pas spécialement en se donnant la main, mais on a une énergie qui circule entre les gens et on vit sur la même planète. On est tous des frères et sœurs sur cette planète. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point c'était important d'être en harmonie avec les autres. Harry Potter, c'est mon livre préféré quand j'étais petit, et aussi mon livre préféré maintenant du coup. Et c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, mais je ne peux pas dire que ça m'a vraiment appris des choses dans la vie de tous les jours. Alte Sorte. Donc c'est une jeune fille qui fuit au début un peu sa vie, on ne sait pas trop où elle va, mais bon, elle fuit. Et elle arrive chez une paysanne. Ils vont vivre ensemble et petit à petit, au fur et à mesure des saisons et de l'histoire, on découvre en fait la vie des deux personnes. Et voilà, donc il y a tout un dénouement et c'est assez riche en émotions. Voilà. Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. C'est un film qui m'a profondément touché, de par son univers, de par le jeu des acteurs, de par l'histoire tout simplement. Ça a vraiment façonné ma vision du monde et voilà, je vois vraiment le monde d'une façon différente grâce à ce film. Ah ben moi, il n'y a que ça. C'est-à-dire que la lecture, je me frotte toujours à de l'intelligence. Et l'intelligence, malheureusement, on ne la trouve pas forcément à la télévision, de moins en moins malheureusement, donc il faut arriver à la trouver. Internet est exceptionnel, on trouve tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est dans un rapport à la lecture. Là, je viens de relire un gros bouquin de 700 pages, Raymond Trousson, qui nous parle de Voltaire. Alors on peut se dire, mais quel est l'intérêt de discuter avec un mec du XVIIIe siècle et qui est là? Ben, lui, par exemple, si on parle du Covid, il ne s'est pas laissé faire. Il était à Ferney et qu'est-ce qu'il décide de faire? De défendre des gens contre vents et marées, donc contre une pensée qui était une pensée dogmatique, qui était une pensée pas religieuse, mais avec tous les problèmes qui étaient autour de la religion, la façon dont on conçoit Dieu, qui était associé à l'État. Et donc l'État et la religion lui interdisaient toute une série de choses. Et il voulait démontrer au travers de procès, l'affaire Calas notamment, l'affaire Sirven et d'autres, des gens qui étaient tués, guillotinés, écartelés et tout, parce qu'ils n'avaient pas tiré leur chapeau devant une procession, ou parce qu'ils étaient suspectés d'avoir tué leur fils qui voulait se convertir au protestantisme. Et on voit à quel point, ce qu'on n'a pas forcément maintenant, un intellectuel qui était reconnu en Europe pouvait s'engager dans des actions. Et donc lui, avec ses lettres, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet évidemment, il écrivait à l'Europe entière et il a réussi à faire revoir le procès de Calas et à condamner ce qu'il appelait l'ignoble, l'infâme, c'est-à-dire toute cette pensée-là qui allait jusqu'à pensée chrétienne, soi-disant religieuse, qui allait jusqu'à faire tuer des gens parce qu'ils ne pensaient pas comme vous, quoi. Donc c'est ce livre-là, mais j'en ai lu des dizaines.
dizaines d'autres évidemment, mais bon, ces livres-là, ça nous permet de relativiser ce qu'il y a et parfois de mieux comprendre ce qui se passe dans nos sociétés maintenant, sûrement. Sinon, on fait le plaisir de boire un coup, d'aller à un concert, enfin un concert on n'y va plus maintenant, mais de jouer un peu de guitare ou d'être avec des potes là. Alors, situation normale, je me pose déjà la question, qu'est-ce que c'était la normale? C'est vraiment intéressant à se poser, parce que ça veut dire que maintenant, moi, la première chose que je ferais, c'est d'être avec des amis à titre personnel et de reprendre une bouffée d'oxygène. Mais je peux le dire, je ne respecte pas, moi, ces règles-là qu'on veut absolument nous faire respecter. Donc, j'ai été avec des amis hier et qui ne faisaient pas partie de ma bulle. Et si on me dit que je suis délinquant dans cette société-là, je vais assumer. Je serai délinquant, mais il faudra qu'on m'explique en quoi un père de famille qui voit ses enfants peut être un délinquant dans une société soi-disant démocratique. Donc normal, ouais, je ne me rendais pas compte à quel point cette situation-là qu'on avait avant, aller au café, aller au spectacle, au théâtre, discuter sans masque, se faire la bise, était quelque chose qui faisait partie d'une certaine normalité. Donc si on peut revenir à ça, moi je dirais plutôt une situation naturelle que normale, parce que la norme, ça me gêne un petit peu, mais une situation naturelle, prendre mes petits-enfants dans les bras, faire la bise à un copain, ça ce sera la première chose. Professionnellement, alors maintenant par rapport au centre culturel, c'est de redonner du spectacle vivant, de permettre à venir voir une exposition, de permettre aux gens qui ont été coupés de tout l'aspect social qu'ils puissent revenir le plus rapidement possible, ça certainement. Et on le fera avec plaisir et les artistes avec qui on vient de discuter seront les premiers à pouvoir dire allez, on revit un petit peu. Oui, c'est d'essayer en tout cas d'intégrer le Conservatoire de Bruxelles en section art dramatique. C'est mon objectif. Dans un terme plus ou moins long, je ne sais pas quand exactement, mais c'est l'objectif. Je dirais non. Bon, avoir une vie, je dirais un peu plus normale, m'occuper de ma famille, voilà. Être entouré des personnes qu'on aime, c'est tout. Déjà voir plus de gens, puis aussi partir à l'étranger parce que ça me manque aussi. Puis quand même aller au restaurant et tout ça, parce que ça aussi ça me manque. Évidemment, on sort d'un an où on continue son métier, je vais dire, de manière digitale. On donne que ce soit des cours, que ce soit des concerts, que ce soit des collaborations avec différents musiciens. On fait ça de manière digitale. Évidemment, la musique, l'esprit de la musique n'est pas là. L'esprit de la musique, c'est pouvoir échanger tout ça en vrai avec ses amis musiciens, avec tous les musiciens qu'on rencontre et avec les gens qui sont là pour simplement écouter, découvrir et partager cette énergie qui est magnifique. Donc c'est clairement retour aux conditions réelles en fait, qui donne tout son sens à ce qu'on fait et à ce qu'on partage. J'espère être cohérent et en tout cas être beaucoup plus cohérent que les incohérences qu'on nous impose pour l'instant, qui sont juste honteuses. C'est horrible d'aller définir un secteur qui est plus essentiel qu'un autre. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que des responsables politiques peuvent sous-estimer l'importance justement d'un secteur qui est absolument essentiel. Je ne veux pas me répéter, mais regardez l'équilibre, regardez l'avenir que la culture justement permet à la société. En fait, le développement et l'équilibre de la société, il est à 150% dans la culture, sous tellement de facettes différentes. Et donc, il y a cette incohérence qui est juste honteuse. J'ai pas de terme pour dire à quel point c'est déplacé d'autoriser des tas de manifestations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les magasins, etc. Et puis à côté de ça, d'aller interdire un concert en église devant 15 personnes dans les conditions qu'on connaît. Et des exemples comme ça, il y en a plein. J'ai dû prendre le train récemment, je me suis retrouvé dans des wagons qui étaient bondés avec des familles, avec des enfants, et c'était très bien, mais c'est complètement à l'opposé de ce qu'on impose à un secteur qui en plus en a cruellement besoin. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui travaillent là-dedans, donc qui ont besoin de ce secteur. Bien sûr, on met toujours en avant la passion,
c'est clair qu'il y a une passion derrière ça qui est le moteur de notre démarche, mais les gens doivent gagner leur vie comme tout le monde. Et les gens doivent nourrir leur famille et les gens, on les empêche de travailler alors que du boulot il y en a. Et il ne faut pas oublier que la culture fait tourner une économie et donc je ne comprends pas cette incohérence et ce deux poids deux mesures qu'on subit depuis plus d'1 an. Un exercice narcissique, ça veut dire que les gens qui pensent de cette manière-là n'ont rien compris à l'importance, je le rappelle, de l'épanouissement et de l'équilibre mental de notre société, de la source de bien-être, qui fait que grâce à la culture, on a une chance de s'en sortir en fait. Je ne sais pas si on se rend compte, mais notre échappatoire par rapport au mode de vie de dingue qu'on est en train de développer, il est là en fait. Donc la culture c'est salvateur et c'est extrêmement important. J'invite vraiment nos responsables à prendre conscience de ça avant de lâcher des inepties pareilles. Il y en a tellement des gens qui sont dans des situations difficiles pour tellement de raisons différentes. Bien sûr, c'est de s'accrocher, c'est de regarder vers l'avenir et d'imaginer un monde meilleur, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être un peu utopique, parce que malheureusement, on n'a pas les clés des grandes décisions. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on en est réduit à devoir subir des décisions qui viennent de beaucoup plus haut pour des raisons qui sont souvent plus économiques qu'autre chose. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras parce que le sort de notre société, il est aussi dans nos mains à plusieurs niveaux. Et voilà, je vois l'action de Quentin Dujardin et je le félicite de tout cœur. Je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire parce que c'est une action qui est concrète et qui est extrêmement intelligente et qui prouve qu'on sait, on peut faire quelque chose, on peut changer la donne. Et la situation va probablement, et je l'espère de tout cœur, lui donner raison et nous donner raison bien au-delà de ce que j'espérais. Mais en tout cas, ça prouve que tout n'est pas perdu et que ça vaut la peine de se battre pour une cause qui est fondamentale en fait. Donc courage et surtout multiplions les expériences de ce style-là pour montrer qu'on a encore un réel pouvoir sur les décisions. Courage déjà, et puis on arrive presque au bout, ça fait 1 an là, jour pour jour du coup. Puis on arrive presque au bout, on voit le bout du tunnel, il y a les gens qui se font vacciner, etc. Accrochez-vous, ça finira par aller mieux d'une façon ou d'une autre, on sortira de tout ça. Qu'il y a toujours une lumière au bout du chemin et que voilà, l'espoir qu'un jour tout ira mieux et que c'est pas la première crise que les gens traversent et qu'il y a toujours un espoir au bout du chemin, qu'il faut essayer de voir le côté positif des choses. C'est compliqué, parce que moi je ne connais pas les situations de chacun et je pense que c'est du cas par cas. Si on doit être collectif, je pense que ce qui me gêne un petit peu, c'est que tout le monde se dit victime. Donc oui, mais moi je ne peux plus, moi je ne peux pas, etc. En oubliant complètement la dimension citoyenne qu'on doit avoir et de se dire qu'on n'est pas obligé de subir la totalité de ce qui nous arrive. Les êtres humains ont des ressources et de la résilience et toute une série de choses, il faut simplement qu'ils l'activent. Et pour le moment, on ne demande pas aux gens d'activer forcément, on leur dit restez là, ne bougez pas, soyez dociles. Je n'appelle pas la révolte, il ne sert à rien, la révolution n'a jamais servi vraiment les intérêts des gens qui faisaient la révolution, mais de se dire qu'on a la capacité à changer les choses et de se dire surtout que le futur n'est inscrit nulle part. Parce qu'on nous inscrit tout comme si c'était d'office. Le bel exemple, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, personne n'avait prévu le Covid. On nous disait qu'il allait avoir, certains scientifiques, qu'il allait avoir des risques avec les virus, puisqu'ils se multipliaient, mais personne n'avait prédit que, mieux Greta Thunberg, on allait mettre à l'arrêt et que le CO2, tout ce qu'on aurait essayer de faire difficilement, réduire le CO2, réduire nos voitures, l'emprise de nos voitures, faire attention, ça a été fait. Paradoxalement, on a réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on a moins roulé, on a moins consommé. Donc ça s'est fait, donc c'est bien la preuve que c'est possible. Là, ça nous a été imposé.
On n'a pas eu le choix. On nous a dit, vous ne roulez plus avec votre bagnole pendant 3 mois. Donc ça veut dire que si on sait le faire quand ça est imposé et que ça n'a pas été trop dramatique, on devrait pouvoir de manière dynamique le faire nous-mêmes. Donc, soyons actifs, soyons citoyens.